Bonjour à tous pour cette nouvelle session du Printemps de l'économie consacrée au thème de repenser l'action publique. Que peut-on apprendre des pays d'Europe du Nord? Alors bonjour à vous qui nous suivez dans ce bel amphithéâtre du CESE, et puis aussi au lycée Marianne de Créteil, au lycée Paul Verlaine à Reims, au CFA de Nantes, et aux étudiants de l'INSEC qui, je crois, nous suivent en ligne. Donc voilà, ça met un peu la pression à nos intervenants. Donc beaucoup de jeunes nous suivent en ligne pour essayer de comprendre pour essayer de suivre ce thème. Que peut-on apprendre des pays de l'Europe du Nord? Parce que c'est vrai que vu de Paris, quand on parle des pays d'Europe du Nord et d'économie, on entend évidemment toujours beaucoup de bien. On a l'impression que ce sont des pays qui ont réussi à réaliser des réformes de l'État très ambitieuses, dans un certain consensus, qui ont des modèles sociaux très généreux et en même temps très efficaces, peu dépensés, des pays qui sont à la fois très innovants, respectueux de l'environnement, des pays où il y a peu d'inégalités. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus, au-delà de ces images d'Épinal, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces pays, et puis surtout, comment ils y arrivent, et enfin, que peut-on nous en inspirer en France? Est-ce qu'il y a des solutions, des méthodes miracles? Il n'y a jamais tellement de miracles, mais est-ce qu'il y a des méthodes dont on pourrait s'inspirer? Donc pour en discuter, nous avons trois chercheurs qui ont travaillé sur ces pays. À côté de moi, Patrick Artus. Patrick, vous êtes conseiller économique d'Ociam. Donc vous avez Ociam qui est une entité de Natixis, où vous avez passé presque toute votre carrière, enfin une longue partie en tout cas. Alexandra Roulet. Alexandra, vous êtes professeure à l'INSEAD et Alexandra a reçu l'année dernière le prix du meilleur jeune économiste de France. Et à côté d'Alexandra, Stéphane Carcillo. Stéphane, vous êtes professeur à Sciences Po et vous dirigez aussi la division emploi et revenus de l'OCDE. Donc Stéphane aura une bonne vision large sur ces pays. Et en ligne, nous avons aussi un grand fan des pays d'Europe du Nord, Philippe Aguillon, qui avait un séminaire au Chili, donc qui malheureusement n'a pas pu être là, mais qui nous a laissé une vidéo. Et je vous propose, nous allons commencer par la vidéo de Philippe, qui va lancer notre session. Alors pourquoi l'exemple des pays de l'Europe du Nord est à mon sens intéressant? Parce que il y a en fait plusieurs types de capitalisme. Le capitalisme américain est un capitalisme très innovant, mais avec un modèle social très peu protecteur. Le capitalisme européen, alors il varie d'un pays à l'autre en Europe, est quand même dans l'ensemble beaucoup moins innovant que le capitalisme américain jusqu'à présent, et c'est tout le sens du rapport Draghi notamment, mais il est davantage protecteur, voilà, pour les gens qui perdent leur emploi, pour l'accès à la santé, etc. Et le défi pour l'Europe, c'est de devenir beaucoup plus innovante qu'elle ne l'est maintenant, sans renoncer à son modèle social, même en améliorant son modèle social. Et c'est là que l'exemple des pays scandinaves est particulièrement intéressant. Tout d'abord, par exemple, un meilleur niveau d'éducation vous permet d'être beaucoup plus innovant. On sait que les travaux de Xavier Jaravel ont montré que si on a un meilleur système éducatif et un meilleur accès à l'éducation, on accroît la capacité d'innovation d'un pays. Donc, si on innovait, si on se dotait d'un système éducatif aussi bon que le système finlandais, par exemple, en France, on deviendrait plus innovant et en même temps plus inclusif. Par ailleurs, la flexi-sécurité danoise, quand on perd son emploi au Danemark, jusqu'à un certain niveau de salaire, pendant 2 ans, on reçoit 90% de son salaire et l'État vous aide à vous former et à vous retrouver un nouvel emploi. Le système de flexi-sécurité danois a rendu beaucoup plus facile la destruction créatrice, c'est-à-dire la création et la destruction d'activités. Donc, en fait, l'innovation. Ça a facilité l'innovation, mais ça n'a pas réduit le degré de protection des travailleurs, comme l'ont montré les travaux d'Alexandra Roulet. Donc, la flexi-sécurité est une autre très bonne idée qui vient de l'Europe du Nord et qu'il nous faudrait adapter, ou en tout cas regarder de très près pour chez nous. Donc voilà des choses qui sont très intéressantes. Et alors, il y a également, je voudrais mentionner quelque chose de très intéressant qui se passe sur la mobilisation de l'épargne privée. En Europe, on a davantage d'épargne qu'aux États-Unis, mais on ne sait pas la mobiliser, et notamment la mobiliser vers l'innovation. Et le cas de la Suède est un bon exemple de mobilisation de l'épargne des ménages en faveur du financement de l'innovation. Un facteur clé de cette mobilisation de l'épargne des ménages est le système de pension premium,
où 2,5% du revenu imposable des Suédois est automatiquement alloué à un fonds de pension, avec la possibilité de choisir les investissements, ce qui favorise les actions domestiques et le système de financement des introductions en bourse, ce qu'on appelle en anglais les IPOs, Initial Public Offering, c'est des introductions en bourse. Les Suédois peuvent également investir facilement dans les petites et moyennes entreprises via des comptes d'épargne fiscalement avantageux, sans les ISK, sans exigence de déclaration complexe, ce qui renforce la participation des ménages au marché des actions. Cette forte participation des investisseurs individuels a permis au marché des introductions en bourse, donc des IPOs, d'exploser, avec plus de 500 IPOs en 10 ans, surpassant ainsi l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Espagne réunis. En conséquence, la Suède bénéficie d'une profondeur de marché des capitaux très supérieure à la moyenne européenne, permettant de meilleures performances boursières et favorisant la création et le maintien d'entreprises innovantes au sein de son propre système productif. Donc vous voyez, je ne dis pas qu'on prend tout d'un pays, mais en tout cas, il y a beaucoup à apprendre des pays d'Europe du Nord, la Finlande particulièrement sur l'éducation, le Danemark particulièrement sur la flexi-sécurité et la Suède particulièrement sur la création d'investisseurs institutionnel, ce qui permet évidemment, qui favorise donc le financement de l'innovation de rupture, puisque l'Europe, et comme le rapport Draghi le montre très bien, et le rapport de la Bocconi, et le rapport Letta, l'Europe est à la traîne par rapport aux États-Unis, et même maintenant par rapport à la Chine, en matière d'innovation de rupture. Alors, nous avons le mot de Philippe. Et juste pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez poser des questions. Bon, évidemment pas à Philippe Aghion qui est pas là, mais à nos 3 intervenants, n'hésitez pas, et à la fin de la session, nous aurons un moment pour y répondre. Donc Philippe Aghion nous a bien expliqué à quel point ces modèles, donc on a parlé de 3 pays, Danemark, Suède, Finlande, étaient favorables à l'innovation. Je vais maintenant passer la parole à Patrick Artus, peut-être pour lancer la séquence. C'est vous, Patrick, qui avez pensé cette session. Donc peut-être, est-ce que vous pouvez nous défricher un peu les modèles de ces pays, qu'est-ce qui les distingue, notamment de la France, comment vous les caractérisez? Oui, bonjour à tous. Oui, je vais naturellement prendre la suite de Philippe Aghion et sur les mêmes thèmes. Ce dont on est à la recherche, c'est d'un modèle de pays qui est le niveau de protection sociale de l'Europe et le niveau d'innovation des États-Unis. Et moi, je pense qu'effectivement, comme vient de le dire Philippe, on peut s'instruire beaucoup des modèles des pays scandinaves. Alors, quelles sont les caractéristiques? Et puis, Alexandra développera surtout les aspects de marché du travail et Stéphane surtout les aspects de protection sociale. Quelles sont les caractéristiques? D'abord, ces pays ont fait, à la fin des années 90, une réforme des retraites qui a introduit une partie de capitalisation dans le système de retraite. C'est vrai en Suède, c'est vrai au Danemark. Et cette partie de capitalisation a été, comme l'a dit Philippe, a été investie beaucoup dans les nouvelles technologies, la recherche-développement. Si vous regardez les chiffres de la recherche-développement, par exemple, en Suède, les dépenses de recherche-développement, c'est 3,6% du PIB, c'est plus qu'aux États-Unis. Alors qu'en France, c'est 2% du PIB. Donc, on a vraiment, et au Danemark, c'est 3%. Donc, on a vraiment un effort de recherche-développement qui a été alimenté par ces fonds de retraite. Deuxièmement, et Alexandra en parlera tout à l'heure, ces pays, et particulièrement le Danemark, ont substitué la protection de l'individu à la protection de l'emploi. Au Suède ou au Danemark, c'est très facile de perdre son emploi. Enfin, il y a très peu de protection de l'emploi. Mais tout de suite, la personne qui perd son emploi est prise en charge par le système de formation professionnelle avec pas mal de contraintes, de chercher effectivement du travail, etc. Et ça a comme résultat que en Suède ou au Danemark, ce n'est pas pénalisant de perdre son emploi et il y a une rotation du marché du travail. Il y a un tiers des Danois changent d'emploi tous les ans. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'en France. Et ça fait progresser le pays parce que ces gens vont travailler dans des secteurs plus modernes et plus avancés. La troisième caractéristique, c'est en particulier en Suède, il y a une réforme profonde de l'État
avec la création du système des agences. Il y a très peu de fonctionnaires en Suède, hein, les fonctionnaires sont simplement dans les ministères, et il y a des agences à peu près pour tout. Il y a une agence de l'éducation, de différents niveaux d'éducation, il y a une agence des transports, il y a une agence de la défense, il y a une agence de l'industrie, etc. Il y a plus de 200 agences, et ces agences ont des salariés de droit privé, et ont des programmes de moyen terme de financement et sont évalués extraordinairement régulièrement et très fréquemment. D'ailleurs, il y a une agence de l'évaluation des agences, qui est quand même assez drôle. Et donc, il y a une très grande déconcentration, décentralisation de l'État. Et puis, quatrième caractéristique, il y a eu, à la fin des années 90, au début des années 2000, ce qu'on peut appeler des privatisations, à l'ouverture au marché de plein de secteurs. On a ouvert au marché les maternelles, la santé, la poste, les maisons de retraite, les transports. Alors, ce qui a permis de faire beaucoup baisser le niveau des dépenses publiques, mais en fait, ces dépenses publiques se sont transformées en dépenses privées. Et si on regarde, par exemple, la Suède, le poids des dépenses publiques aujourd'hui est 20 points de PIB plus bas qu'au milieu des années 90. Je crois que le pic, c'est 1997. Mais le poids de la pression fiscale n'est que 10 points de PIB plus bas. Ça veut dire que 10 points de revenus, de charges, ont été transférés du secteur public au secteur privé, etc. Bon, et donc, alors, deux mots pour finir. Bon, ce sont des réformes très efficaces. Si vous regardez la proportion de chômeurs de longue durée, hein, c'est 13% au Danemark, c'est 30% dans la zone euro, donc il y a très peu de Danois qui restent chômeurs. Si vous regardez le taux d'emploi, c'est la proportion de la population en âge de travailler qui a un emploi, c'est 77-78% dans ces pays, c'est 69% en France et c'est moins de 65% en Espagne et en Italie. Et donc, c'est un succès en termes de recherche-développement, en termes de dynamique. Il y a plein de grandes entreprises. Si vous regardez le Danemark, c'est étonnant, quoi. Je veux dire, il y a des entreprises danoises. Il y a Vestas, il y a Bang & Olufsen, il y a Novo Nordisk. Enfin, il y a des entreprises extraordinairement qui ont extraordinairement de succès et qui sont danoises. Mais c'est un modèle qui a vraiment chargé le secteur privé de charges qui étaient prises avant par le secteur public. Et dernier mot, ces réformes, en particulier la réforme des retraites et la réforme de l'État en Suède, ont pris beaucoup de temps. Il y a eu une négociation avec les partenaires sociaux qui a duré 4 ans, 5 ans pour aboutir à ces réformes. Ces réformes ont survécu aux alternances des sociodémocrates aux conservateurs en Suède, et elles ont été votées à une extraordinairement large majorité par le Parlement, mais il y a eu un délai de réflexion, de négociation, de dialogue avec les partenaires sociaux qui s'est étalé sur pratiquement une demi-décennie, quoi. Donc c'est pas des réformes brutales, c'est des réformes négociées et qui ont été acceptées. Et puis, en plus, qui ont été acceptés d'autant plus facilement que la situation des finances publiques de ces pays, et en particulier du Danemark, était absolument catastrophique au milieu des années 90. Il y avait plus de 10% de PIB de déficit public, et donc il fallait enclencher ce mouvement de réforme. Merci beaucoup, Patrick. Donc déjà, premier point important, ce sont des pays qui ont su se réformer dans un vrai consensus. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur leur modèle social, comment il a évolué durant ces années de réforme et où nous en sommes aujourd'hui? Oui, alors moi, ce qui est très intéressant dans ce que Patrick a dit, c'est qu'il a insisté sur les réformes et ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'on peut être un modèle effectivement extrêmement protecteur qui souffre de pas mal de maux, comme c'était le cas dans certains pays du nord de l'Europe, et se réformer et arriver à redresser la barre. Donc ça, pour la France, en ce moment, je pense que c'est un message plutôt positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur le système effectivement de protection sociale ou le modèle social, on va dire en général, des pays du Nord? Si j'inclus dans le modèle social non seulement ce qu'on appelle les dépenses sociales habituelles, la santé, la vieillesse,
la protection contre la perte de revenus, mais aussi les dépenses d'éducation, qui sont des dépenses vraiment très importantes. Je pense que la première chose qu'on peut dire, c'est que ce sont des modèles universalistes. C'est-à-dire que l'essentiel, quand même, c'est d'arriver à toucher tout le monde, qu'on soit pauvre ou riche. Et donc, on n'a pas, contrairement à des modèles anglo-saxons qui sont hyper ciblés, et dans lequel il y a une forme de redistribution, mais en général vraiment vers les couches les plus défavorisées, le reste étant laissé vraiment beaucoup au choix des acteurs, avec un système privé très, très, très important. Dans les pays du nord de l'Europe, on considère que l'éducation, c'est public, c'est pour tout le monde, la maternelle, c'est pour tout le monde, la crèche, c'est pour tout le monde, les dépenses de santé, c'est couvert par effectivement le public, etc., etc. Et donc, on a cette universalité qui est très importante parce que ça crée aussi un socle de confiance, qui est une autre caractéristique de ces sociétés. C'est aussi dans lequel le niveau de confiance des individus envers les acteurs publics, mais aussi envers les autres, sont très élevés. Donc on a ce sentiment, effectivement. Alors ça a été mis à mal ces dernières années, parce qu'on en parlera peut-être, parce que effectivement dans certains pays, les mouvements de migration et d'immigration mettent à mal ce modèle, de plein de points de vue d'ailleurs, mais globalement ce sont des sociétés qui sont des sociétés de confiance. Autre aspect, sont des modèles sociaux dans lesquels on intervient très précocement, que ce soit dans l'éducation ou que ce soit dans le chômage, on intervient dès le début. Alors par exemple dans l'éducation, on a des investissements qui sont massifs en matière d'éducation, en matière de crèche, d'intervention très très tôt, d'école primaire. Les dépenses publiques en matière d'éducation sont plus élevées dans ces pays que chez nous, Patrick l'a dit. Alors la France n'est pas ridicule, c'est pas qu'un problème de moyens, mais ils investissent plus tôt, et ils essaient d'identifier très tôt les individus, que ce soit les jeunes ou les personnes qui ont des difficultés sur le marché du travail à s'insérer, et leur proposent des options alternatives pour se remettre en selle. Ce sont des interventions qui sont aussi très intégrées. Moi, c'est ce qui m'a marqué quand je suis allé dans les pays du nord de l'Europe, c'est que ce soit à l'école ou dans les municipalités, on essaie d'avoir une approche globale. C'est-à-dire qu'à l'école, il n'y a pas seulement des personnes qui s'occupent de l'enseignement, des enseignants, mais il y a aussi des personnes qui s'occupent de l'accompagnement des jeunes, il y a des personnes qui s'occupent de leurs difficultés, s'ils ont des difficultés scolaires. Tout ça est intégré dans l'école. Il y a des services qui sont des services sociaux dans l'école, des services de l'emploi dans l'école, et donc ce sont des services très intégrés. De la même manière, si vous allez en Norvège, les services de l'emploi sont dans le même bâtiment que les services sociaux. Donc ça veut dire que si vous avez un problème de garde d'enfants et que vous cherchez un travail ou vous n'avez pas assez pour vous loger, tout ça est géré par les mêmes personnes avec les mêmes équipes qui se parlent. Donc c'est très important, ce sont des services qui sont intégrés. Enfin, c'est un modèle qui est un modèle de dialogue. Le dialogue social est très important dans les pays du nord de l'Europe. C'est vraiment ce qui les caractérise. Patrick a rappelé le temps qu'il a fallu pour mener les réformes des retraites, par exemple en Suède, une demi-décennie. On discute beaucoup, longtemps. Les partenaires sociaux ont en fait beaucoup de grains à moudre parce que très peu de réglementations, par exemple sur le marché du travail, sont légiférées. Énormément de choses sont laissées à la discrétion des syndicats et du patronat pour discuter. Ça ne veut pas dire que l'État n'est pas présent. Il encadre ces discussions, il participe aux discussions. Mais le Code du travail, là où chez nous il fait 3 ou 4 000 pages, est vraiment beaucoup plus petit au Danemark ou en Suède. Moi, quand j'ai reçu des représentants des gouvernements du nord de l'Europe et que je leur montre le Code du travail français, ils n'en reviennent pas. Pour eux, le Code du travail, c'est un tout petit livret comme ça, qui fait quelques centaines de pages et qui finalement fixe la base commune pour tout le monde, en laissant les partenaires sociaux faire autrement s'ils pensent que c'est mieux dans l'intérêt des entreprises et des employeurs. Donc il y a une sorte de filet de sécurité de base dans le Code du travail, le reste est laissé à la discussion des partenaires sociaux. Alors tout ça génère en fait aussi de manière très intéressante un système dans lequel aujourd'hui, ce système de protection sociale est relativement bien financé. Alors ce que dit Patrick, c'est que ça n'a pas toujours été le cas.
Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce système permet en tout cas, s'autofinance. Il n'y a pas de déficit structurel massif. Et notamment, le système de retraite ne génère pas de déficit structurel massif. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, on va en parler, mais avec Alexandra, une des clés de ce modèle, c'est qu'effectivement, il coûte cher. Il coûte cher. Le nôtre aussi, il coûte très cher, puisqu'en fait, on prélève autant d'impôts qu'en Suède. Nous, on génère des déficits. Eux ne génèrent pas de déficit. Et les deux clés qui expliquent pourquoi c'est une réussite, c'est la productivité et l'emploi. C'est-à-dire que ce sont des économies dans lesquelles les emplois sont productifs, on innove, on investit beaucoup, ce que vous avez dit, c'est très très important, donc on crée des emplois productifs. Mais surtout, au-delà de la productivité, le plus important, c'est qu'on a suffisamment de personnes en emploi pour le financer. C'est peut-être encore plus important que le niveau de productivité par emploi quand on regarde les statistiques macro. Le taux d'emploi dans ces pays est pratiquement 10 points supérieur au nôtre. Alors 10 points, c'est énorme. Aujourd'hui, en France, on a 69% de la population en âge de travailler, les 15-65 ans qui sont en emploi. En Suède, on est pratiquement à 80%. Et on a des taux d'emploi très importants au-delà de 60 ans aussi. On est au-delà de 50%. C'est hyper important parce que ça veut dire que tout le monde contribue au financement de ce système qui, évidemment, est coûteux. Est coûteux, mais a des performances qui sont très très bonnes en matière de compétences, en matière de protection, en matière de bien-être, en matière de confiance dans la société. Ce système délivre des performances importantes, mais donc il repose sur un taux d'emploi important. Si on avait le même taux d'emploi que la Suède ou que l'Allemagne, et qu'on fait des calculs de coin de table, ce serait 150 milliards, entre 140 et 150 milliards de recettes supplémentaires, sociales et d'impôts pour l'État français. 150 milliards. C'est donc ça faciliterait la vie. Voilà, oui, retranscrit en France, si on arrivait à monter le taux d'emploi, ce serait vraiment des recettes absolument énormes, ce qui, on voit bien, permettrait d'investir plus dans la recherche et développement, mais aussi public, mais aussi dans l'éducation, là où il faut intervenir très très tôt, et on sait que ça coûte cher parce qu'il faut individualiser les interventions, les individualiser comme dans les pays du Nord à l'école, et les individualiser aussi sur le marché du travail. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques des interventions dans les pays du Nord, c'est très très individualisé. Mais peut-être qu'Alexandra peut nous en dire plus. Merci beaucoup Stéphane pour cette description des modèles sociaux. Donc, il y a un modèle qui est assumé et qui fonctionne bien puisqu'il n'est pas déficitaire et très protecteur. Alexandra, avec vous, on va un peu plus encore se spécialiser. Donc, vous avez beaucoup travaillé sur le Danemark et le marché de l'emploi au Danemark. Et Alexandra va nous montrer comment, au Danemark, en fait, le chômage est devenu, et c'est presque quelque chose d'anecdotique, peut-être pas, mais vous allez nous montrer à quel point ce n'est pas un drame d'être chômeur au Danemark. On rebondit très facilement. Donc, Alexandra va nous expliquer. Oui, merci Anne, bonjour à tous. Donc en effet, je souscris à tout ce qui a été dit par les intervenants précédents, et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre un peu après sur comment ça peut se transférer à la France, parce qu'évidemment c'est aussi un des enjeux. Mais pour commencer, oui, je voudrais peut-être zoomer un tout petit peu sur en effet mes travaux de recherche qui ont été mentionnés précédemment sur le Danemark. Donc en fait, la question que je me posais, c'était celle de savoir, de mieux comprendre en fait l'effet de la perte d'emploi au départ sur la santé. Parce que Philippe Aghion a dit, aux États-Unis c'est très bien, il y a beaucoup d'innovation, mais il y a un modèle social qui est quand même pas terrible. Une illustration du fait que le modèle social est pas terrible, c'est que quand on perd son emploi, il y a des études qui ont montré que le risque, c'est très problématique parce que par exemple, ça augmente le risque de mourir. Donc c'est vraiment, voilà. Et pourquoi ça augmente le risque de mourir ? Parce qu'en fait, les personnes concernées, elles ont une chute de revenus de l'ordre de 50%, elles perdent généralement l'accès à l'assurance santé. Donc si vous voulez, il y a toute une série de conséquences en chaîne qui sont vraiment très problématiques. Et donc moi, je voulais étudier justement un cas un peu polaire, qui était celui du Danemark, que je trouvais intéressant parce que sur l'aspect santé, je me disais...
Au Danemark, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout cette chute de revenus, puisque comme ça a été dit précédemment, le taux de remplacement c'est 90% quand on perd son emploi. Mais par ailleurs, avec le système de taxes et de transferts, en fait, en termes de revenus disponibles, c'est 6% qu'on perd quand on perd son emploi. Donc en gros, c'est assez indolore, quoi. On ne le sent pas trop passer. Donc voilà, mais je me disais peut-être qu'il y a quand même dans ces pays-là, des conséquences négatives en termes de santé, parce que dans la vie, il n'y a pas que le revenu. Donc perdre son emploi, ça peut être perdre l'estime de soi, ça peut être perdre un emploi du temps un peu structuré. Donc il y a toute une série de raisons pour lesquelles, même avec un revenu bien assuré, on pourrait se retrouver avec la perte d'emploi qui ait des conséquences négatives sur la santé, notamment la santé mentale. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en effet, au Danemark, ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire, comme le disait très bien Anne, en fait, la perte d'emploi est presque un non-événement, au sens où le revenu disponible chute quasi pas. Donc, on peut faire face à toutes ces dépenses précédentes sans que ça soit vraiment très problématique. Et par ailleurs, tous les indicateurs de santé qu'on peut observer, rien ne se modifie à moyen terme, et même aussi longtemps qu'on peut l'observer. Et donc ça nous suggère plusieurs choses. Ça nous suggère justement que toutes les conséquences... Donc je pense que ça nous suggère, que assurer le revenu c'est très important, mais je pense que beaucoup de politiques qui ont été mentionnées aussi par Stéphane jouent dans ce résultat. C'est-à-dire que, il y a une assurance santé universaliste, donc on ne perd pas l'assurance santé. Mais jusque-là, on pourrait dire, finalement, la France remplit un peu ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'on a aussi une assurance santé qui ne change pas quand on perd son emploi. On a une assurance chômage qui est un petit peu différente, mais qui est quand même relativement protectrice. Mais c'est vrai qu'il y a une autre différence entre la France et le Danemark, qui, à mon avis, fait qu'en France, la perte d'emploi est beaucoup plus douloureuse qu'elle ne l'est au Danemark. C'est toutes les politiques actives du marché du travail. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la raison pour laquelle le chômage, c'est pas si grave au Danemark, c'est parce qu'on retrouve assez vite un emploi. Et pourquoi est-ce qu'on retrouve assez vite un emploi ? Pour une grande série un grand nombre de raisons qu'ont mentionné Stéphane. Comme le marché du travail est plus flexible, il y a plus de destruction d'emplois, mais il y a aussi plus de création. Donc ça tout ce qui est lié au droit du travail, au fait que tout est un peu plus flexible. Et les politiques actives d'accompagnement du marché du travail sont pensées assez différemment, encore qu'en France, il y a eu quand même, avec la réforme France Travail, vraiment la volonté de s'inspirer de ces modèles. Mais ces politiques, il y a beaucoup de politiques de formation. Donc si vous êtes dans un secteur en difficulté, il y a la possibilité de se reconvertir. Et puis, il y a en effet un accompagnement beaucoup plus serré, avec une logique quand même de droits et de devoirs, avec des sanctions, etc., si nécessaire, qui fait que les personnes sont certes très bien assurées, que ce soit en termes d'assurance santé ou de revenus, mais ça fait partie du contrat qu'elles doivent être très mobilisées. Et en partie, on les aide à être mobilisées à travers ces politiques de formation. Donc voilà, donc la clé, et je pense que c'est en effet un résultat important, et comme le disait Philippe, qui est à mettre en lien avec les questions d'innovation, parce que si on veut être dans une société qui innove, si on veut être dans une société en effet comme ça, aussi productive que possible, c'est important que les gens puissent transitionner d'un emploi à l'autre. Et c'est important qu'on puisse se dire qu'ils le font sans que ce soit une catastrophe pour eux, bien évidemment, et pour la société par rapport à votre conséquence. Donc c'est pour ça qu'il me semble qu'en effet, je partage tout à fait l'optimisme des intervenants précédents sur le fait qu'on peut s'inspirer de ces modèles pour essayer de réfléchir à ce qu'il faut faire en France. Bon, à cela près, mais on verra ça dans le débat, que c'est quand même des pays assez différents et que donc je ne suis pas sûre qu'on puisse parfaitement exporter les modèles, mais en tout cas, on peut s'en inspirer. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, à ce stade de la table ronde, vous voyez bien, en tout cas, on a vu deux modèles très différents. Philippe Aghion nous parlait rapidement du modèle américain, donc beaucoup d'innovation, mais peu de protection sociale. On voit que les pays d'Europe du Nord ont vraiment essayé de conjuguer l'innovation et la protection sociale. Mais Alexandra nous le disait, pas le revers de la médaille, mais en revanche, il y a vraiment un sens des responsabilités collectives. Vous avez des devoirs, vous perdez votre travail, il faut absolument être très actif pour le retrouver. Et la France au milieu de tout ça. On sent bien que dans les débats français, on aspire plutôt à aller vers ces pays d'Europe du Nord, même si il y a aussi certains, dans les acteurs politiques et parmi certains les intervenants, on entend parfois des arguments qui plaident plus vers un modèle anglo-saxon. Enfin, on voit que le débat est assez large. En fait, on peut dire aujourd'hui que
tout est assez ouvert, puisqu'on voit bien on a du mal en France à faire atterrir notre modèle. Et donc on est à un moment assez passionnant, parce qu'il y a un besoin de réforme, très clairement, et pas vraiment de solution évidente pour l'instant. Mais dans le fond, on sent bien que notre ADN est quand même plus proche de ces modèles d'Europe du Nord que du modèle américain. Je pense vous serez tous les trois assez d'accord là-dessus. Et donc je vais vous demander simplement, peut-être chacun déjà, de dire s'il y avait une mesure, c'est toujours plus simple, c'est toujours plus compliqué, parce qu'évidemment tout est embriqué, mais peut-être même voilà, un dispositif dans ces pays d'Europe du Nord qui pourrait être dupliqué en France, lequel vous choisirez? Patrick, lequel vous prendriez et qui vous semble duplicable, évidemment, parce que si c'est entre l'éducation, la politique de l'emploi, la santé. Mais je crois comme Stéphane que le problème de la France, c'est que c'est un pays pauvre. Et quand on regarde, j'ai regardé les gains de productivité, par exemple. Depuis 2010, au Danemark, il y a 17% de gains de productivité, et il y a 5 ou 6% en France. Donc, et en plus, la productivité en France maintenant baisse depuis 2019. Donc, un handicap de productivité qui est lié à l'effort de recherche-développement que font ces pays. Et qui est lié... tout le modèle marche ensemble, parce que l'effort de recherche-développement marche aussi parce que les gens se forment, parce que les gens changent d'emploi facilement, vont vers des entreprises plus efficaces. Et donc, voilà. Et puis, deuxième chose, si on avait le système de formation professionnelle, le système de rotation de l'emploi, on aurait un taux d'emploi plus élevé. Le taux d'emploi, on sait qu'en France, c'est le taux d'emploi des jeunes. L'entrée l'obtention d'un emploi durable, stable en France, c'est 27 ans. C'est beaucoup plus jeune dans les pays nordiques. Et puis, c'est le taux d'emploi des plus de 60 ans, qui est de 40% en France, qui est de 60% et même de plus dans les pays du Nord. Et donc, tant qu'on n'a pas autant d'emplois, une même proportion de la population active qui a un emploi, un système éducatif et de formation professionnelle très efficace, une rotation plus rapide sur le marché du travail, on n'aura pas beaucoup de gains de productivité et donc on n'aura pas les moyens d'avoir ce modèle. Je crois que les deux a priori, enfin les deux prérequis, c'est de former mieux les gens et puis de former aussi les gens âgés. La formation professionnelle en France, elle ne concerne à peu près pas les gens de plus de 50 ans. Il n'y a que 20% des Français de plus de 50 ans qui ont accès à de la formation professionnelle. Et dans les pays nordiques, on peut se former à 65 ans. Donc, donc voilà. Donc, on ne peut pas prendre des bouts de ce modèle. Ça marche, tous les morceaux tournent ensemble, parce que tant qu'on n'a pas la rotation du marché du travail, on n'a pas de gain de productivité. Tant qu'on n'a pas de gain de productivité, on n'a pas de revenus. Tant qu'on n'a pas un système éducatif et de formation professionnelle performant, on a un taux d'emploi faible. Et donc, on n'a pas assez de revenus, en fait, pour mettre en place ce modèle. Alexandra, vous avez été conseillère économique à l'Élysée, donc vous avez concrètement essayé de faire bouger les curseurs. D'ailleurs, peut-être une première question. Est-ce que donc, Alexandra travaillait, donc concrètement, vous conseillez le président sur sa politique économique, est-ce qu'à ce poste-là, on regarde beaucoup les pays d'Europe du Nord? Est-ce que c'est vraiment un modèle, on se dit? Et ensuite, dans votre job, quelle politique d'Europe du Nord vous aviez le plus en vue? Je vais répondre, mais je réponds juste à la question d'avant, qui est quelle mesure en fait, je pense que je suis tout à fait d'accord avec Patrick que tout va ensemble, mais cela dit, je choisirais peut-être des mesures sur le système éducatif et en particulier au début de la vie. Parce que je rebondis sur ce que disait Stéphane sur la société de confiance. En fait, sur toutes les caractéristiques du modèle, on est d'accord qu'elles sont globalement désirables, mais la difficulté à l'importer, c'est aussi des différences de mentalité, de culture, voilà. Et donc ça, je pense que c'est des choses qui se construisent en fait très très tôt, et donc de pouvoir basculer sur des sociétés qui sont
qui sont davantage des sociétés de construction du consensus, etc., ça me paraît très important. Et par ailleurs, on sait qu'on a un effondrement de notre niveau éducatif qui pose tout un tas de problèmes sur la productivité, sur l'insertion des jeunes, etc. Donc si je devais en choisir une, j'irais là-dessus. Alors, pour répondre à votre deuxième question sur qu'est-ce qui se passe quand on conseille les décideurs, alors oui, il y a beaucoup de ce qui s'appelle du benchmarking, c'est-à-dire on va beaucoup regarder ce qui se fait dans d'autres pays, avec toujours un peu les limites de l'exercice, voilà, mais par exemple, sur la question de la réforme des retraites, tant décriée, c'est vrai que quand on regarde les autres pays, force est de constater que la France se singularise par le fait que ces seniors sont beaucoup moins en emploi que dans les autres pays. C'est une différence très nette qui se voit vraiment à l'œil nu très vite. Donc c'est sûr que ça et sans qu'on puisse dire que la France a des métiers plus pénibles que ses voisins, enfin une structure de métiers différente ou des structures démographiques ou de voilà. Donc c'est vrai que ça incite à, par exemple, typiquement, c'est un sujet différent de celui dont on discute, mais ça incite à regarder. Sur le sujet plus dont on a parlé là précédemment, oui, je pense qu'il y a de l'inspiration des autres pays. Par exemple, la réforme de France Travail qui a été décidée il y a 2 ans, c'était une réforme du service public de l'emploi et elle s'inspire beaucoup, en fait, globalement des études qui ont été menées, mais y compris donc des études de succès qui ont été menées dans d'autres pays, notamment les pays d'Europe du Nord, pas que, mais... Et donc il y avait vraiment cette volonté de rentrer à la fois plus dans une logique droit et devoir, mais aussi de suivre les gens plus tôt, donc de suivre les gens de façon plus individualisée. Donc tout ce qui a été dit par Stéphane oriente et inspire complètement, par exemple, la réforme France Travail. Merci Alexandra. Et vous, Stéphane, est-ce qu'il y a évidemment ce serait déjà fait s'il y avait une mesure miracle à exporter, mais parmi tout ce que vous nous avez décrit du modèle social, voilà, dans quelle mesure le modèle social français, on voit bien qu'il ne fonctionne plus, bien en tout cas, comment il pourrait se façonner au regard du modèle d'Europe du Nord? Ouais, moi, je partage vraiment ce qui a été dit. C'est que moi, je pense que l'éducation, c'est vraiment la clé, éducation-formation. Donc j'investirais vraiment sur les interventions très précoces à l'école primaire notamment, parce que la France n'est pas dans une situation dans laquelle on est le pire des pays européens. On est plutôt légèrement en dessous de la moyenne dans PISA. Le gros problème de la France, c'est que on laisse trop de jeunes vraiment sans les bonnes compétences. Dans les enquêtes PISA, on voit qu'on a 20% des jeunes qui ne maîtrisent pas du tout le premier niveau de compétences en lecture, en mathématiques, en résolution de problèmes. C'est une proportion non seulement une des plus élevées des pays de l'OCDE, si ce n'est pas la plus élevée, et surtout, c'est expliqué massivement par l'origine sociale. Et alors, ça plombe la moyenne, évidemment, des performances, mais surtout ça veut dire que ces jeunes vont avoir des problèmes toute la vie. Et donc pourquoi l'investissement dans l'éducation c'est très important, c'est qu'ensuite ça se répercute sur toute la vie. Ces gens qui n'ont pas les bonnes compétences vont avoir des problèmes d'insertion, ils vont se retrouver de manière récurrente au chômage, ils auront du mal à rester en emploi après 60 ans. Donc vous allez vous traîner ce problème, ça va vous coûter une fortune en termes de finances publiques, et vous allez traîner ces difficultés à la fois individuellement, ce qui est une tragédie, mais aussi collectivement, financièrement, pendant des décennies. Donc cet investissement, c'est vraiment important. Je crois que c'est une des caractéristiques de ces pays nordiques, quand je parlais de l'approche universaliste, c'est qu'on ne laisse personne sur le côté. Le système français en matière d'éducation peut améliorer sa performance si on arrête de se dire que le système est juste là pour former une élite, quitte à laisser 20% des jeunes sur le côté parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, parce qu'ils n'ont pas les parents à la maison qui leur permettent de suivre le niveau d'exigence qui est là pour faire émerger une élite. Il faut changer vraiment de philosophie. Il faut se dire on arrivera toujours à former une élite, il n'y a pas de problème, mais il faut individualiser. Ceux qui n'y arrivent pas, il faut les accompagner, il faut les identifier, il leur faut du soutien. Ceux qui sont nettement au-dessus, il faut les pousser à aller plus loin. Mais cette individualisation, évidemment, ça coûte de l'argent parce que c'est des moyens supplémentaires dans l'école. Dans les pays, en Finlande par exemple, il n'y a pas un enseignant dans la classe, il y en a 2. Il y en a un qui fait cours, l'autre qui suit les élèves et qui va les accompagner pour voir ceux qui ont des difficultés. Donc on voit bien que en Finlande, il n'y a pas de devoir à la maison.
Alors, vous savez qu'en France, en principe, en école primaire, il n'y a pas de devoir. Je ne sais pas s'il y a des parents ici, mais En principe, ouais. c'est une vaste blague, hein, parce qu'on continue à vous fourguer des devoirs tous les soirs. Absolument tous les soirs. Alors, ça s'appelle plus des devoirs, ça s'appelle des révisions. D'accord ? Mais en fait, le système contourne la contrainte et continue. On sait que les devoirs, c'est hyper inégalitaire. Moi, je parlais avec des collègues finlandais. Les collègues finlandais ne savent pas ce que font leurs enfants à l'école. Jamais ils n'ont de devoirs en rentrant à la maison. Jamais. Donc, c'est une philosophie très, très... Et la Finlande est le système de performance en pizza le plus élevé du monde. Ils ont très légèrement baissé ces derniers temps, mais ils restent au top. Mais est-ce qu'ils dépensent beaucoup plus un peu ? Alors, ils dépensent un peu plus, mais ils dépensent un peu plus, oui, ils dépensent un peu plus. Pas tout à fait un point de PIB, mais un demi-point ou 0,7 point de PIB, ce qui est beaucoup d'argent, hein, évidemment. Mais surtout, c'est une différence de méthode et d'approche, et de philosophie. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Parce que, bon, nos modèles sociaux, ils sont fragilisés, ils vont être de plus en plus fragilisés par ce qu'on appelle les méga-trends, les grands trends qui façonnent nos économies et notre marché du travail. Et le premier d'entre eux est probablement le vieillissement de nos populations. Si vous n'avez pas les bonnes compétences acquises à l'école, ça va être très très dur de se maintenir sur le marché du travail. Et donc ça va être un problème macroéconomique. Parce que les réformes des retraites, vous dites aux gens, vous devez travailler jusqu'à 65 ans, bientôt 66, peut-être un jour 67. Mais je veux dire, si les gens n'arrivent pas à se maintenir sur le marché du travail, ils vont tomber dans les dispositifs soit de chômage, soit d'invalidité. Il y a des limites. Et on sait que le niveau de formation initiale, le niveau de compétence est très très important pour se maintenir en emploi. Pourquoi ? Parce qu'on a des jobs qui sont moins difficiles physiquement, parce qu'on a accès à des jobs plus demandés sur le marché du travail, avec un contenu cognitif plus important. Parce que, en fait, on sait aussi que le niveau de compétence est aussi corrélé à la santé, à la fois dans son style de vie, mais aussi dans l'exposition à des risques en emploi et dans son environnement. Donc c'est vraiment un enjeu très important. Merci Stéphane. Il y a une question que j'aimerais vous poser aussi à tous les trois, parce que j'ai l'impression qu'elle traverse le débat public en ce moment, justement sur l'universalisme du modèle social. Donc on voit bien en France, on a un grand problème de financement du modèle social, et certains prônent en réponse de davantage concentrer les aides sur les plus défavorisés, ce qui est un peu la méthode anglo-saxonne. Est-ce que vous pensez que ça peut être une piste pour la France, ou absolument pas, qu'il faut rester sur ce modèle universaliste, Patrick ? Ça dépend des domaines. Moi, je ne serais pas choqué, par exemple, que comme dans certains pays, il y a un niveau de dépenses de santé qui n'est pas pris en charge par l'État. Et l'État en fonction des revenus des personnes ? Non, en général, c'est un niveau fixe. Hein, c'est quelques milliers d'euros de dépenses annuelles qui ne sont pas prises en compte par l'État. Mais je crois comme Stéphane qu'il faut vraiment faire un très gros effort sur l'éducation, et en particulier sur l'éducation aux plus jeunes âges. C'est la maternelle et l'entrée dans l'école primaire qui détermine toute la suite. Il y a des études qui montrent que les enfants, par exemple, qui possèdent moins de vocabulaire à l'entrée dans l'école primaire, en sont handicapés pendant toute la poursuite de leurs études. Donc il faut absolument revenir à un modèle universaliste sur l'éducation. Et alors, je suis un peu plus pessimiste même que Stéphane, parce que si on regarde la dernière enquête PISA qui a été publiée, elle était en fait en 2003, elle est publiée en 2024, non seulement on a une très forte corrélation entre le statut, le statut familial, la classe sociale des parents et la performance scolaire, mais on voit qu'on perd même la capacité à former une élite. Quand on regarde
les gens qui sont en niveau exceptionnel en maths, par exemple, on a maintenant un pourcentage en France qui est très inférieur au pourcentage moyen de l'OCDE. Donc le système éducatif français, il échoue à amener à l'emploi, on a 17% ou 18% de NEETs, c'est-à-dire de gens qui sont en dehors du système scolaire et en dehors de l'emploi, alors que c'est 7% ou 6% dans les pays nordiques. Et donc il échoue à amener à l'emploi, amener un emploi stable, à peu près 20% des jeunes Français, mais aujourd'hui il échoue à former des élites. Il y a d'autres indicateurs, par exemple les résultats aux Olympiades de mathématiques, donc j'ai regardé ça. La France est en chute libre sur la performance des jeunes Français aux Olympiades de mathématiques. Donc ce système est en échec aussi sur la formation des élites. Et donc ça, c'est doublement grave. Donc il faut vraiment maintenir l'universalisme du système d'éducation. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans l'enseignement, notamment en primaire, vous vous rendez compte au fil des années que les professeurs des écoles ont surtout des formations au départ littéraires. Et c'est pas évident pour ces professeurs d'aller enseigner les mathématiques. Alors oui, les additions, les multiplications, etc. D'accord, on se dit c'est très simple. En fait, il y a des méthodes pour apprendre les mathématiques, les additions, les concepts. Et je pense que aussi investir dans la formation de nos enseignants, leur formation continue, parce que les méthodes d'éducation et la recherche en éducation évoluent tout le temps, et il y a des méthodes qui marchent et d'autres qui ne marchent pas, hein. Et donc, certes, il y a une liberté pédagogique, mais il y a aussi des enseignements qu'on peut tirer de la recherche, et on doit pouvoir mettre en avant des méthodes. Alors, en tous les cas, il n'y a pas forcément une méthode, mais il y a certaines méthodes qui marchent mieux que d'autres, et il faut arriver à les maîtriser. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de méthode. En mathématiques, moi, ça me semble vraiment frappant. Alexandra, un mot en rebond avant qu'on... Sur le modèle universaliste peut-être donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de... Je partage l'idée que sur certaines choses comme l'éducation, etc., il faut que ça reste universel. Après, il peut y avoir un peu plusieurs options et ça peut s'entendre de différentes façons. Il peut y avoir l'idée de se dire il faut que le financement soit universaliste. Donc ça, c'est tout le débat sur la bascule d'un mode de financement très centré sur le travail et les gens qui sont en emploi vers des modes de financement plus universalistes comme l'impôt, quoi. Donc ça, je pense que c'est un débat qui est important à avoir aujourd'hui, avec lequel je suis quand même assez favorable au fait de réfléchir à pousser encore cette bascule. Et puis, il peut y avoir aussi, donc sur l'idée un petit peu ce que disait Patrick sur la santé, c'est vrai que compte tenu des pressions démographiques, du vieillissement, etc., l'hôpital public tel qu'on le connaît, sans tarification différenciée en fonction du revenu, avec très peu quand même de reste à charge pour les patients, ça ne sera peut-être pas toujours possible, quoi. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a en effet d'augmenter le reste à charge, comme ça a été déjà un peu commencé à être fait sur les médicaments, on rembourse un peu moins sur le Doliprane, tout ça, mais aussi potentiellement avec à un moment des tarifications différenciées en fonction du revenu. Oui, pour vous, c'est pas un tabou. Pour moi, c'est pas un tabou. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Oui, tout à fait. Il nous reste du temps pour des questions. Donc, s'il y en a dans la salle ou s'il y en a en ligne, n'hésitez pas. Normalement, si vous les posez en ligne, ça m'arrive sur mon portable, mais on en a déjà une dans la salle. Madame. Et puis, si vous pouvez dire si vous visez quelqu'un en particulier pour votre question. Non, je vise personne. Le sujet est double, il me semble. Il y a le sujet de l'emploi et le sujet de la protection sociale. Et quand on fait un paquet du tout, le débat me semble devenir très complexe. Parce que la notion d'emploi est en train d'évoluer à une vitesse inimaginable. Il y a l'intelligence artificielle, mais d'une façon générale, on rentre dans une phase où la fonction produire va être rationalisée. On le voit par exemple dans l'automobile chez nous, hein, les Français commencent à vouloir acheter des voitures d'occasion et ça a un énorme impact et c'est pas fini, ça va énormément évoluer. Et par ailleurs, il y a effectivement le système éducatif
Bon, moi je suis futurologue cybernéticienne, hein, donc c'est mon métier, ces questions-là. Ce que je peux dire, c'est que le système éducatif, il faut qu'il arrête de dire « moi j'apprends à lire, à écrire, à compter », c'est plus le système de Jules Ferry. Il faut aussi que les individus apprennent à se comprendre, à comprendre eux-mêmes, parce que dans un monde très numérisé, c'est la capacité à faire de la coproduction multidisciplinaire, etc., qui évolue. Et donc, je vais peut-être vous cibler plus particulièrement, Alexandra, parce que je me dis à quelle vitesse on est capable de comprendre tout ça et de faire évoluer tout ça. En ce moment, il y a le débat sur les retraites. Je suis atterrée. Je dis, mais c'est des gens du XXe siècle qui discutent du XXIe siècle. Ils ne peuvent pas y arriver. Alors vous avez l'âge qui va bien. Vous devriez y arriver quand même. Il faut aller vite. La robotisation, ça va à une vitesse dingue. L'IA, ça bouscule. Bon, en ce moment, on est frénétique, donc il faut se calmer, hein, mais ça change profondément les choses. Comment on va faire pour aller à la bonne vitesse? Voilà, c'est ma question. Merci, madame. Notamment sur les politiques de formation, parce que c'est vrai que le progrès technologique, toujours de tout temps, suscite un peu des craintes sur est-ce que ça va être la fin de l'emploi, beaucoup de métiers qui cessent d'exister, puis en net, au final, il y a toujours des emplois créés, des emplois détruits. Mais avec en effet la nécessité pour ceux dont les emplois sont détruits ou menacés de se reconvertir vers les nouveaux emplois. Et donc là, c'est d'autant plus difficile à faire, cette reconversion, que le rythme s'accélère en effet, donc ce qui est tout à fait vrai. Et donc c'est pour ça aussi, on en revient à ce qu'on disait initialement, que la formation initiale est importante, aussi la formation tout au long de la vie pour évidemment s'adapter au progrès, mais parce que ce qui va être clé, c'est la capacité à s'adapter et de pouvoir continuer d'apprendre, ça repose quand même sur les compétences de base, c'est-à-dire que de pouvoir se reformer à plusieurs moments de la vie et cette capacité à se former facilement, elle dépend quand même d'un socle de base qui est très important, qui est le socle qui est acquis en effet à l'école primaire, voire même avant. Merci. Juste un mot sur la formation continue, la formation permanente. On a fait des progrès en France. Hein. On a le compte personnel de formation, je crois que c'est une bonne réforme, etc. Il reste cependant une situation où ce sont les personnes qui ont le moins besoin de formation qui sont le plus formées. Si on regarde qui a accès à la formation professionnelle, essentiellement, ce sont les cadres des grandes entreprises. Et la création de France Emploi, France Travail va améliorer les choses, mais jusqu'à un passé très récent, on formait très peu les chômeurs. Je crois que et très peu les personnes âgées, alors que ce sont les chômeurs et les personnes âgées qui devraient être en priorité formés. Sur la formation, c'est très 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 dur pour la formation de corriger les défauts et les lacunes de l'éducation nationale, l'éducation de départ. On voit avec le plan d'investissement en compétences, donc c'était 15 milliards d'investissements, c'était absolument énorme. Le plan d'investissement en compétences a fait progresser la formation, fait rentrer plus de gens en formation, mais proportionnellement pas plus sur les publics ciblés, c'est-à-dire les jeunes peu qualifiés, les seniors peu qualifiés, les personnes peu qualifiées. Pourquoi c'est si difficile? Ça fait des années qu'on tourne autour de ce problème. C'est très très difficile parce que il y a deux problèmes. D'abord, les programmes de formation ne sont pas forcément adaptés à ces personnes. Il faut développer des programmes de pré-formation pour remise à niveau des compétences. Et ensuite, il y a un problème de motivation ou de confiance en soi de ces personnes. Quand on a raté la marche de l'école, on n'a pas envie de se remettre dans un programme certifiant dans lequel, à la fin, il faut passer un petit examen pour prouver les... Parce qu'en plus, les programmes qui marchent, c'est les programmes avec certification. Les programmes sans certification, ça a peu d'effet sur le marché du travail. Il faut qu'à la fin, on puisse montrer sur le CV qu'on a eu une certification dans tel et tel domaine. Et donc, c'est vraiment, vraiment dur. Le système de formation professionnelle rame terriblement pour remettre à niveau et surtout aller attirer et faire rentrer dans les programmes de formation ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un diplôme à la sortie de l'école. Il y a un problème de PME aussi. Hein. On voit que la participation aux actions de formation
formation professionnelle, est beaucoup plus développée dans les grandes entreprises que dans les PME. Et on voit bien, si je suis le patron d'une PME de 20 salariés, si je dois avoir un salarié ou deux qui sont en formation, ça désorganise l'entreprise. Et donc, il faudrait trouver des systèmes pour que tout le monde ait accès à la formation de façon homogène. Alors, il nous reste éventuellement 1 minute s'il y avait une question brûlante. Allez-y. Voilà. Très rapidement, pour que... Oui, très rapidement, est-ce qu'on a les moyens financiers et le consensus social pour faire toutes les réformes que vous avez dit? Parce que même sur l'éducation, qui semble être un domaine assez consensuel, on n'a pas eu de consensus sur les dernières réformes, etc. Donc, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Très bonne question. Qui prend ça? Il faudra une réponse en 30 secondes. Donc, est-ce qu'on a un consensus? En effet, on n'a pas vraiment l'impression. Il faut espérer que la prochaine présidentielle puisse être l'occasion de créer un consensus sur un programme qui pourrait proposer ça. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, voilà, on est dans une situation politique et sociale qui rend toute réforme assez compliquée. Et l'équation financière tend encore plus les choses. Parce qu'en effet, ce qu'on vient de proposer sur l'éducation, ça coûte à court terme. Mais évidemment, après, ça améliore le nombre de personnes en emploi. Et le nombre de personnes en emploi, ça améliore les recettes. Donc à moyen terme, c'est quand même quelque chose de rentable. Mais c'est vrai qu'il y a un petit sujet de court terme. Merci beaucoup à tous les trois, et puis à Philippe Aghion, qui est un peu plus loin, mais qui a pris le temps de nous faire cette vidéo. Donc, vous l'avez compris, donc je pense qu'on sait tous, à la fin, enfin, en tout cas, vous êtes tous les trois d'accord sur ce point, c'est vraiment l'éducation, d'où tout découle. Une bonne éducation, et après, une bonne éducation au départ permet des sociétés de confiance, une formation plus élevée, d'où la productivité, des taux d'emploi. Et voilà, donc c'est vraiment la recette, on peut dire, de ces pays du Nord, avec après évidemment beaucoup de sophistication, mais au départ un investissement fort sur l'éducation des enfants. Et c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir, parce qu'au fond, voilà, les enfants, chaque génération arrive, donc on peut changer les choses si on s'y prend. Ça prendra un peu de temps, mais on peut améliorer la situation. Merci beaucoup tous les trois.